Bonjour, je m'appelle Dr. Mike Evans et je me demande aujourd'hui si plus est nécessairement mieux. Particulièrement, je me demande si plus de tests de dépistage sont préférables. C'est logique, ce n'est qu'un test de plus, donc il semble ne pas y avoir de désavantages, et on pourrait détecter quelque chose précocement. Donc, pour explorer cette question, brossons un tableau. Imaginez que vous voyez votre médecin de famille ou votre omnipraticien depuis longtemps, et lorsqu'il vous voit pour votre examen physique annuel, il fait plein de tests. Je devrais préciser ici qu'on parle de dépistage, le genre de test que l'on fait lorsque vous n'avez pas de symptômes. Si vous aviez des symptômes, une fatigue intense soudaine, ou une douleur quand vous faites pipi, ou une bosse bizarre, ça c'est une autre histoire et on ferait probablement des tests pour voir ce qui se passe. Je tiens aussi pour acquis que vous êtes une personne à risque moyen ou faible. Donc, par exemple, si vous prenez depuis longtemps un médicament qui pourrait causer de l'ostéoporose, ou si vous avez des antécédents familiaux d'une maladie, on pourrait procéder différemment. Ci-dessous ou à la fin, je vais vous donner le lien à des outils d'évaluation du risque en ligne pour que vous puissiez établir votre propre niveau de risque. Bon, disons que votre médecin demande toujours un test pour la thyroïde et le taux de vitamine D, une radiographie des poumons, un ECG du cœur, test de l'ostéoporose. Peut-être que vous êtes une femme de moins de 21 ans et avez eu un test PAP, ou que vous êtes dans la quarantaine et votre médecin a prescrit une mammographie. Imaginez maintenant que vous avez déménagé et voyez maintenant un nouveau médecin. Ce médecin ne prescrit aucun de ces tests de dépistage. En fait, elle ne veut même pas que vous vous présentiez pour un examen annuel. Elle vous invite plutôt à une visite de prévention à quelques années d'intervalle. Vous allez vous demander, mon autre médecin était-il meilleur, plus minutieux? Excellente question. Voyons ces tests un à la fois. Commençons par celui qui fait l'objet de plus de débats. Les femmes à faible risque dans la quarantaine devraient-elles subir une mammographie de dépistage du cancer du sein? C'est une patate chaude et le sujet de débats houleux. Certains pensent que le nombre de vies sauvées est tellement faible que les coûts et les efforts et le taux élevé de fausses alarmes, les investigations, les biopsies non nécessaires, etc., n'en valent pas la peine pour la personne et qu'on devrait investir dans quelque chose qui donne un meilleur rendement collectivement. D'autres sont d'avis que c'est notre meilleure option, que les choses s'améliorent et que le traitement précoce nous donne de meilleures options thérapeutiques. C'est qu'ils se sentent mieux lorsqu'ils en ont le cœur net, même s'ils savent que les mammographies ne sont pas parfaites. Pour moi, ce dernier point est crucial. Savoir que les tests sont imparfaits, on aimerait ça qu'ils nous disent noir sur blanc si j'ai ou si je n'ai pas la maladie. Mais comme vous le verrez lorsqu'on se penchera sur ces tests, ils sont en fait des compromis. Les tests de dépistage peuvent trouver des maladies, ils peuvent aussi erronément établir qu'une personne est malade alors qu'elle ne l'est pas, ou établir qu'une personne est en bonne santé alors qu'elle ne l'est pas. Ils sont plus précis pour des personnes à risque élevé et moins précis pour des personnes à risque faible. Cet effet d'entraînement est évident avec les mammographies. Diagnostic et traitement potentiel plus rapide, ce que la plupart d'entre nous imaginent, je pense, mais il faut aussi penser à comment gérer la plus forte probabilité de fausses alarmes, et possiblement les interventions invasives qui montrent au bout du compte qu'il n'y avait rien d'inquiétant. Il est crucial de bien comprendre ces répercussions potentielles avant de faire le test. Je vais souligner encore une fois que si vous avez une bosse ou que vous êtes à risque élevé, ne laissez pas ce débat vous empêcher d'en parler avec votre professionnel de soins de santé. Les médecins de famille vous diront qu'on s'attarde sur les tests, mais qu'il s'agit en fait de relations. Je sais, c'est bizarre ce que je dis, mais si vous avez une bonne relation avec votre médecin, le dépistage sera plus personnalisé. Il tiendra compte de vos valeurs, de la science et de votre propre risque. Que la prévention est partiellement une affaire de dépistage adéquat, mais c'est surtout une affaire de comportement sain et de partenariat avec vous pour apporter des changements positifs dans votre vie. Bon, voyons les autres tests dans notre panier. Pour certains d'entre eux, on ne dispose tout simplement pas d'essais montrant qu'ils sont efficaces. Ces tests sont peut-être prescrits par habitude, peut-être qu'ils sont utiles chez les personnes à risque élevé. Je dirais que les tests de la fonction thyroïdienne et les ECG sont de ceux-là. Une revue effectuée en 2015 et publiée dans les Annales a montré que pas une seule étude n'avait directement évalué les bienfaits et les torts des tests de dépistage du dysfonctionnement thyroïdien chez les personnes à faible risque. Le United States Preventive Task Force a examiné les données tirées de la recherche disponible et a conclu qu'aucun test de dépistage de routine n'est recommandé à moins qu'il y ait des signes et des symptômes de maladie thyroïdienne ou de grossesse. Un électrocardiogramme ou ECG de dépistage du cœur peut-il faire une différence? L'ECG au repos est problématique parce qu'il donne des messages contradictoires. Environ le tiers ou la moitié des personnes dont le cœur est en bonne santé présentent des anomalies à l'ECG. Environ 30% des personnes atteintes d'une maladie cardiaque confirmée ont un ECG normal au repos
et la plupart des événements coronariens surviennent chez des personnes sans anomalie de l'ECG au repos. Le United States Preventive Task Force a examiné les données scientifiques en 2012 et a recommandé d'éviter les ECG de dépistage si vous êtes à faible risque de maladie cardiaque. Passons maintenant à la mesure du taux de vitamine D dans le sang, un test intéressant, pour nous surtout qui vivent dans les latitudes nordiques du Canada. Et encore une fois, je parle d'une personne moyenne et non pas de quelqu'un qui a des problèmes de malabsorption, de maladies rénales et d'autres facteurs de risque. Je suppose qu'il y a 3 morceaux au casse-tête de la vitamine D. La question 1. Est-ce que les suppléments de vitamine D apportent quelque chose? C'est ça la question, mais il reste que c'est la seule vitamine pour laquelle des essais de petite envergure ont montré des bienfaits pour les os, la santé du cœur, le cancer, etc. D'un autre côté, c'est ce qu'on pensait aussi des autres vitamines. Puis des essais randomisés et contrôlés de bonne qualité et de grande envergure ont montré qu'elles étaient en fait inutiles. On attend toujours ces essais d'envergure pour la vitamine D. La deuxième question est le test lui-même, appelé 25-hydroxyvitamine D. Le test fait l'objet de débats et il existe des variations considérables entre laboratoires. Le taux idéal de vitamine D dans l'organisme d'une personne n'a pas été rigoureusement établi dans la population générale ou dans les groupes ethniques spécifiques. Enfin, il y a l'autre côté de la médaille, qu'au lieu de s'attarder sur les tests, on s'attarde sur les modifications du mode de vie, comme bien manger et sortir dehors. Et si on est à risque, disons durant l'hiver ou si on a la peau foncée ou encore si on est institutionnalisé, plutôt qu'un test, on prend tout simplement un supplément de vitamine D. Parlons maintenant d'ostéoporose. Encore une fois, les recherches de bonne qualité qui nous diront qui exactement doivent subir les tests de dépistage brillent par leur absence. Mais on sait aussi que les fractures ostéoporotiques sont courantes avec le vieillissement, que les femmes présentent un risque plus élevé et que ces fractures peuvent causer une perte d'indépendance et de fonctionnement, et le décès prématuré. Les groupes d'experts pensent surtout que 2 groupes profiteront du dépistage par ostéodensitométrie. 1. Les femmes et les hommes de plus de 65 ans, et 2. Les personnes qui présentent au moins un facteur de risque, comme avoir subi une fracture de faible impact, celles dont le poids est faible. La polyarthrite rhumatoïde, et j'en passe. Consultez l'outil d'évaluation du risque pour une liste plus complète. Votre score de densité osseuse établit quand vous devrez subir le test de suivi, mais le message principal est qu'une fois que nous avons un cliché, on a une meilleure idée de l'état de vos os si on laisse passer du temps entre les tests. Donc, par exemple, si vous êtes à faible risque, on peut attendre 5 à 10 ans. Ce sera moins long si vous présentez des facteurs de risque, mais la plupart des personnes peuvent attendre 2 ans. Passons à notre prochain test. Devriez-vous subir une radiographie des poumons? Eh bien, pour les personnes qui fument un paquet par jour depuis 30 ans et plus, les données émergentes sont en faveur d'une tomodensitométrie à faible dose des poumons. Mais c'est une autre histoire pour la radiographie des poumons. Un essai randomisé d'envergure portant sur environ 150 000 hommes et femmes de 55 à 74 ans a montré que le dépistage par radiographie des poumons à un cliché, pris tous les ans, n'a fait aucune différence dans le nombre de personnes décédées du cancer du poumon. Penchons-nous maintenant sur le test PAP, qui consiste à faire un prélèvement avec un coton-tige sur le col de l'utérus des femmes pour vérifier s'il y a cancer. Notre position à ce sujet a changé. On disait auparavant qu'il fallait faire un test PAP tous les ans chez toutes les femmes sexuellement actives. Maintenant, les données scientifiques montrent qu'on obtient beaucoup de fausses alarmes sans aucun avantage pour les jeunes femmes. Une stratégie plus intelligente consiste à faire un test PAP à 21 ans si vous êtes sexuellement active et, s'il est normal, de le reprendre tous les 3 ans. On arrête à 70 ans, mais seulement s'il n'y a pas eu de problème depuis 10 ans, ce qui veut dire après 3 tests PAP normaux. Bon, j'espère que vous pouvez voir que dans tous ces tests, certains sont compliqués, certains ne sont appuyés par aucune donnée et certains doivent être faits, mais seulement à intervalles prolongés ou chez les personnes à risque élevé. En parlant d'intervalles de temps, même le concept d'examen physique annuel n'est pas basé sur la science. En fait, c'est seulement un avantage inventé par les hommes d'affaires pour attirer les employés. À part en Amérique du Nord, personne ne fait ça. C'est certain qu'il est plus facile de s'en souvenir s'il est fait tous les ans, mais cela ne signifie pas que c'est meilleur pour la santé. Par exemple, les personnes à risque élevé sont soumises à un dépistage plus fréquent, mais l'intervalle optimal du dépistage pour les tests de laboratoire courants, comme le cholestérol, est de 3 à 5 ans, ou tous les 3 ans pour le diabète. En fait, je me sens déchiré à ce sujet. J'adore la chance de me concentrer exclusivement sur la prévention avec mes patients, mais comme la plupart des médecins de famille, je suis passé des tests annuels prescrits aveuglement à tous les patients à des stratégies sur mesure qui tiennent compte de vos valeurs et de vos facteurs de risque individuels,
et j'encourage les comportements santé comme bouger plus, s'alimenter sainement, aider les gens à réfléchir et saisir l'occasion de faire des changements positifs. Donc, votre nouveau médecin de famille est-il sur la bonne voie? Je dirais que oui. En testant moins, il ou elle améliore probablement votre santé en appliquant les principes de la science non seulement au traitement, mais aussi à la prévention. Comme beaucoup de choses dans la vie, lorsqu'on y pense, plus ne veut pas nécessairement dire mieux. Une meilleure communication et connaissance de soi vous permet de choisir avec soin. J'espère que ce sera utile.